Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief de la journée 4 du tournoi des 6 Nations 2020, un week-end tronqué par l'annulation du match Irlande-Italie pour cause de coronavirus. Avant toute chose, je voudrais remercier tous les abonnés actuels pour leurs commentaires sympathiques et les petits pouces en l'air. Vous avez été nombreux à vous abonner ces 2 dernières semaines suite au changement de format de mes vidéos et j'en suis ravi. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous invite à faire de même et à bien cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Au sommaire de cette vidéo, je débrieferai le solide Angleterre-Galles, marqué par la question du réalisme et des impacts sévères, puis je reviendrai sur la première défaite frustrante des Bleus dans ce tournoi, face à des Écossais pourtant pas exceptionnels. Je ferai une analyse de chaque mi-temps et je délivrerai mes bons et mauvais points à différents joueurs français. Le 15 de la Rose remporte cette année la triple couronne, récompensant l'équipe britannique battant les 3 autres, au terme d'un match extrêmement intense et rude dans les affrontements. Une première séquence de jeu de près de 3 minutes, une mini échauffourée dès la 8e minute après une claque inutile d'Owen Farrell, Joe Marler qui joue avec les parties intimes d'Halloween Jones, le ton a été rapidement donné dans cette rencontre musclée. Physiquement proche dans un premier temps, avant que les Anglais dominent les collisions, et à la limite dans l'engagement, comme en témoigne le nombre important de plaquages hauts, mais pas le nombre de pénalités concédées, le gain de terrain s'est fait par le jeu au pied long ou bien les chandelles, aboutissant à de nombreux duels aériens. Dans ce registre, l'excellente paire anglaise George Ford Owen Farrell a pris progressivement le dessus sur le duo Dan Biggar-Leigh Penny, à l'image du coup de pied court et inutilement pressé de Dan Biggar. Du côté des fondamentaux, si la touche a été équilibrée, la mêlée a tourné en faveur des Anglais à plusieurs reprises, même si la première pénalité obtenue dans ce secteur est douteuse. La mêlée étant bien de travers avant l'introduction, elle aurait dû être faite. Il n'y a rien à redire sur la capacité des Anglais à franchir la défense galloise, ou bien sur leur supériorité physique dans les duels et en mêlée. Idem, Ben Youngs a parfaitement exploité, par 2 fois, notamment pour le deuxième essai, les montées défensives hasardeuses des Gallois, libérant beaucoup d'espace au bord des rucks. On peut y voir l'illustration que le départ de Shaun Edwards, coach de la défense, vers la France, a grandement pénalisé les Diables Rouges. Le troisième essai de Manu Tuilagi vient aussi d'une percée monumentale de Youngs, suivie de 10 temps de jeu. Là où j'étais le plus gêné, c'est sur les 2 premiers essais d'Anthony Watson et Elliot Daly. Les 2 sont très bien construits après une prise de balle en touche, un petit groupé, le ballon qui sort vite, la prise du milieu du terrain, et la conclusion sans faille. Toutefois, au départ, on peut constater la même faute anglaise, à savoir des joueurs du 15 de la Rose, flèche noire, qui se mettent devant le réceptionneur de la touche, le protégeant de manière illégale. Dans les 2 cas, ce sont les piliers Marler et Sinclair qui se mettent à la faute. Pas vu, pas pris. On retrouve cela aussi sur le ballon porté de la 37e, écroulé ensuite par les Gallois qui prendront 3 points injustement. C'est encore Marler, cette fois-ci secondé par Itoje, qui aurait dû être sanctionné. Au final, ça fait quand même 17 points non valables pour les Anglais sur 33. Dans ce tournoi, les Gallois ont du mal à conclure leurs actions, du moins contre les grandes nations. En effet, excepté l'heureux 21-0 infligé aux Italiens lors d'une seconde période pas terrible, on se souvient de l'en avant de Parks juste avant l'embut irlandais, ou encore des 6 minutes supplémentaires en première mi-temps contre la France, lors desquelles les Diables Rouges ont pilonné la défense tricolore sans succès. Il faut désormais ajouter l'essai manqué face aux Anglais dès la 8e minute pour un nouvel en avant. Cette incapacité à scorer est grandement symbolisée par la fin de match, les Gallois occupant les 22 mètres anglais pendant plus de 10 minutes, avant que Biggar marque enfin, alors que les Anglais sont à 13 suite au carton jaune reçu par Genge et le rouge de Tuilagi. Au passage, on notera que c'est plutôt le numéro 20 Charlie Ewells qui est fautif et aurait dû prendre 10 minutes. Ça a son importance vu que Genge est un pilier et que sa sortie a aidé les Gallois sur la mêlée précédant l'essai de Biggar. Quoi qu'il en soit, les Diables Rouges inscriront un 3e essai dans la foulée pour le gain du bonus défensif. Auparavant, la seule lueur de réalisme côté gallois aura été le bel essai, encore de Tipuric, en début de seconde période suite à des ratés de placement chez les Anglais. Pour la stat, les difficultés galloises s'illustrent par l'énergie défensive anglaise, semblable à celle des Irlandais et des Français quelques semaines plus tôt, avec 216 plaquages dont 33 offensifs. Petit bémol quand même sur les hors-jeux anglais non sifflés, comme celui de Cruyff à la 40e, qui oblige le demi-mêlée gallois à jouer de l'autre côté. Mon coup de gueule concerne Johnny May et sa sortie tardive du terrain suite à la recommandation du médecin indépendant après une suspicion de commotion suite à un choc dans un duel aérien. May est resté exactement 2 minutes 19 à se faire soigner sur le terrain, un temps largement suffisant pour un médecin pour revoir les ralentis et constater que May a pris un coup à la tête et doit passer un protocole commotion tout de suite. Pourtant, May restera 1 minute 37 de plus sur le terrain, et juste au moment d'une grosse attaque galloise. Un deuxième choc aurait pu avoir de sérieuses conséquences sur la santé du joueur, qui n'a pas réussi le protocole commotion. Plusieurs neurochirurgiens, comme Jean Chazal, travaillait au CHU de Clermont-Ferrand et était l'ancien président de la commission médicale de l'ASM Clermont-Auvergne, alertent là-dessus depuis des années, presque en vain. Le carton rouge reçu par Tuilagi est légitime, mais je ne suis pas sûr que tous les arbitres l'auraient mis. Si le choc sur la tête de George North est indiscutable, l'ailier gallois est en train de se baisser, ce qui aurait pu constituer une circonstance atténuante.
Heureusement, l'arbitre M. O'Keefe a bien intégré dans sa décision que Tuilagi venait avec de la vitesse, et surtout sans intention de plaquer. On le voit avec son bras gauche qu'il n'utilise pas pour tenter d'enlacer son adversaire. J'aurais maintenant aimé que l'arbitre soit aussi regardant sur d'autres actions, comme Tuilagi, encore lui, qui oriente l'épaule en avant sur Bigard, ou encore cette très vilaine percussion de Charlie Ewells dans le dos d'Halloween Jones, qui restera un moment au sol assez groggy, mais ne sortira pas pour passer un protocole commotion, et ne suscitera pas d'appel à la vidéo ou de sanctions contre le joueur anglais. Et voilà, il fallait bien que ça arrive, l'équipe de France s'est inclinée, contre l'Écosse. Et la frustration est de mise, car les Français perdent tout seuls et avaient les moyens de gagner malgré le carton rouge d'Awas. Le constat est là, la France a toujours su bien débuter ses matchs jusque-là, s'évitant de courir après le score et de se mettre trop de pression. Cette fois-ci, à l'image de la pénalité ratée par Tamac à la 3e minute, à cause d'un ballon détourné par la météo, on a bien senti que les vents étaient contraires. Résultat, le Grand Chelem c'est fini. La victoire finale tiendrait d'un miracle italien contre l'Angleterre, et on peut encore tomber à la 4e place en cas de défaite contre l'Irlande et de victoire écossaise chez les Gallois. Mais on verra ça le 31 octobre prochain, date du report de cette dernière journée du tournoi, pour cause de coronavirus. Quoi qu'il arrive, ce tournoi 2020 a perdu tout son attrait, et la France quitte cette compétition si bien entamée sur un sentiment d'échec. Il s'est passé beaucoup de choses lors des 40 premières minutes, et pourtant je me suis grandement ennuyé. La belle action française du début de partie a été un feu de paille, avant que les arrêts de jeu se multiplient, sur la sortie de Tamac suite à un coup de coude involontaire de Sam Johnson, ou bien la vidéo demandée sur le plaquage de Cross, et bien sûr la bagarre. Pour le reste, les multiples séquences de mêlées refaites, et nombreux en avant français, ont un peu plus cassé le rythme, déjà bien faible de par la stratégie chiante à mourir des Écossais, consistant pour le 9 Ali Price à libérer tardivement le ballon, et pour Adam Hastings et Stuart Hogg à enchaîner les jeux au pied. Il a fallu attendre la 33e minute et la bonne séquence offensive amenant l'essai de Penaud pour vibrer un peu. Une joie de courte durée, Willemse commettant une faute sur le renvoi suivant qui a remis les Écossais dans le match, avant une accumulation d'erreurs grossières et lourdes de conséquences, que ce soit le carton rouge logique d'Awas, Antoine Dupont qui tergiverse et enterre un bon ballon avant la mi-temps, les plaquages ratés de Willemse, Cross et Jalibert sur Hastings, et la montée kamikaze de ce même Jalibert, ouvrant la porte à l'essai de Sean Maitland, qui donnera 7 points d'avance à un 15 du Chardon qui n'a pourtant pas montré grand-chose en 40 minutes, à part une bonne mêlée et l'action de l'essai. Rageant, alors que les Bleus paraissaient bien plus costauds physiquement, gagnant de précieux et nombreux mètres sur leur séquence de pick and go dans l'axe. Je vais maintenant revenir sur 2 moments clés, le carton jaune de François Cross et le rouge d'Awas. Si on revoit l'action de Cross, on s'aperçoit qu'il déséquilibre le deuxième ligne Cummings mais ne le retourne pas. C'est Willemse qui le fait involontairement par la suite en plaquant un Cummings alors sans appui, et le faisant retomber sur la tête. Pour moi c'est accidentel et une simple pénalité aurait suffi, mais l'arbitre a préféré couper la poire en deux entre la pénalité et le carton rouge pour le contact tête-sol de Cummings, un choix à l'incidence faible puisque les Bleus ont juste encaissé 3 points pendant leur infériorité numérique, qui plus est sur une mêlée et non dans le jeu. Concernant le carton rouge d'Awas, il est indiscutable. Cette droite violente dans le visage de Jamie Ritchie n'a rien à faire sur un terrain. Néanmoins, il aurait été légitime que l'arbitre vidéo signale aussi les doigts du 3e ligne centre Nick Henning dans les yeux d'Awas précédemment. Ce geste pouvant expliquer qu'Awas ait perdu son sang-froid et riposté. Un carton jaune voire rouge pour Henning s'imposait. Bizarrement, l'arbitre vidéo ne s'est pas attardé sur cela, alors que ce ralenti était le premier diffusé sur les écrans. On notera à ce niveau le sérieux manque de respect de l'arbitre assez médiocre Paul Williams envers le capitaine Charles Olivon, qui lui signalait que c'était l'Écosse qui avait démarré l'échauffourée. M. Williams n'est pas étranger non plus au faible rythme, entre indécision en mêlée et beaucoup de bavardage. Cette seconde période a puni les Bleus à chacune de leurs erreurs, techniques comme stratégiques, alors qu'ils étaient revenus avec de bonnes intentions et dominaient clairement des Écossais pourtant à 15 contre 14, mais empêtrés dans leur plan de jeu paresseux. J'ai compté 6 séquences majeures des Français en 40 minutes, avec à la base principalement du défi d'avant, qui voyait systématiquement les tricolores avancer et mettre à mal les Écossais. À la 43e, Dupont garde un ballon au sol à 5 mètres de l'embut, suite à de mauvais déblayages et l'intervention du redoutable Hamish Watson. Une minute plus tard, l'Écosse finissait dans l'embut français pour la deuxième fois par l'ailier Maitland, pour un réalisme maximal, contrastant avec la stérilité des Bleus. À 54e, Jean-Baptiste Gros déblaye au cou dans un ruck, une faute aussi inutile que dangereuse, et gâche encore une grosse action française. L'arbitre aurait quand même pu siffler les mêmes choses côté écossais, mais ne l'a pas fait. À 58e, Mathieu Jalibert se sépare bêtement du ballon au pied dans les 22 mètres adverses, après une nouvelle offensive d'envergure, témoignant d'un manque évident de maîtrise et d'un sursaut de précipitation. À 61e, j'ai pas compris, comme Ficou d'ailleurs, pourquoi on a pris les 3 points au lieu de la pénale touche. Étant mené 21-7 à 18 minutes de la fin, un essai nous aurait donné provisoirement un bonus défensif et mis de la pression à des Écossais trop gestionnaires. Surtout, sachant que la France a été quasiment irréprochable dans le secteur de la touche, dominé les collisions devant et avait fait rentrer les costauds Demba Bamba et Romain Taofi-Fénois, la pénale touche à 5 mètres de l'embut écossais constituait une belle opportunité de relancer la partie. À ce moment-là du match, le staff du 15 de France a clairement affirmé qu'il acceptait la défaite. Ironie du sort ou effet du karma, 2 minutes plus tard, c'est sur une pénale touche écossaise déviée par Dylan Cretin que Stuart McInally profite d'un rebond malheureux qui n'a laissé aucune chance à Antoine Dupont pour tuer définitivement la rencontre.
Le 15 du Chardon, pas terrible tout le match sur leur secteur fort de la touche, ont réussi à scorer sur un énième raté dans ce domaine. Les Bleus patienteront ensuite jusqu'à la 76e pour enfin mettre un essai après une bonne initiative de Thomas Ramos et la rage d'Olivon à la conclusion. 28-17 après cela, un essai suffit pour le bonus défensif. Hélas, un énième en avant de Jalibert cette fois-ci avortera la dernière chance des Bleus à la 79e. Le courage des tricolores est à saluer, l'énergie des avants et l'apport du banc aussi. Mais cela laisse le sentiment amer que l'Écosse à 15 contre 14 était largement à la portée des coqs français. Deux joueurs sortent du lot dans ce match, le talonneur Julien Marchand, très en vue dans les pick and go, ayant gratté un ballon chaud et se montre impeccable sur les lancers en touche, et l'inusable Grégory Aldrit. Hormis un duel perdu et un en avant, et malgré son amertume compréhensible sur l'arbitrage, il a donné de sa personne dans les duels et les rucks, et a signé de belles charges après mêlée. Plus mitigé, Charles Olivon demeure performant. 100% en défense, un en avant dû à la passe 3 de Dupont, et une pénalité contre. Certains ont été discrets dans le mauvais sens du terme, comme Jefferson Poirot et ses rares charges, ou bien à cause des circonstances. C'est le cas de Vincent, auteur de quelques charges et d'un 6 sur 7 au plaquage, et de Ficou, peu servi mais réalisant un 4 sur 4 en défense, et étant des actions menant aux essais de Penaud et Olivon. Penaud justement, pour son retour, s'est fait coffrer et a semblé en manque de vitesse sur ses replis, mais ses crochets sont toujours là. Les automatismes avec Boutier seront quand même à revoir. Le joueur de Montpellier n'est pas inintéressant dans sa vitesse et ses duels aériens, et a retardé l'essai 2 des Écossais par sa rapidité, mais a souffert de l'infériorité numérique, l'isolant avec Ficou pour couvrir tout le terrain. Son jeu au pied est long et précieux, il doit toutefois trouver les touches plus souvent. Virimi Vakatawa s'est souvent proposé en attaque, mais a perdu un ballon juste avant l'essai 3 des Écossais, et a été trop personnel alors qu'il était ciblé par les défenseurs écossais. On notera un grattage à son actif. Je passe vite sur Awas, qui outre son carton rouge a souffert en mêlée. L'autre exclu, François Cross, n'a pas été meilleur, se montrant bêtement indiscipliné et faisant seulement 3 sur 5 au plaquage. Paul Villemc a été imprécis, autant en touche que dans le jeu, et a raté 2 plaquages majeurs sur les 2 premiers essais écossais. Quant à Bernard Leroux, il est clairement moins à l'aise quand l'équipe attaque au lieu de défendre. Ses soutiens dans les rucks ont été mitigés. Enfin, la charnière française a cafouillé et perdu pied progressivement. Dupont a distribué le jeu avec hésitation après la sortie de Tamac, a conservé 2 ballons au sol, signé quelques passes imprécises et envoyé un ballon directement en touche. Son jeu au pied pour l'essai de Penaud est somptueux, mais ne suffit pas à masquer ses échecs en tant que patron du jeu tricolore. Galtier aurait dû faire entrer le frais serein beaucoup plus tôt dans cette rencontre. Concernant Jalibert, sa rentrée anticipée était alléchante au début, entre son initiative intelligente à la 14e et quelques bonnes accélérations, notamment sur l'essai de Penaud, mais il s'est ensuite mis au niveau des autres, avec des en avant, un renvoi direct en touche, une erreur défensive sur l'essai 1 des Écossais et des options de jeu inappropriées, à revoir dans un contexte plus favorable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. La semaine prochaine, pas de débrief, puisque la journée 5 a été reportée à cause du coronavirus. Si vous avez des suggestions ou des envies de vidéos pour la chaîne, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Salut à tous!